Les mois passèrent, et un matin gris, sous un ciel plombé et parmi les arbres dénudés, arriva la nouvelle qui bouleversa tout, Massia était tombée au combat. Il n'y eut ni corps, ni funérailles, seulement une boîte contenant des médailles et une lettre manuscrite disant « Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Mais souviens-toi, dans chaque arbre que tu planteras, c'est moi que tu retrouveras. » Léonard ne pleura devant personne, mais à la tombée de la nuit, il se rendit dans la clairière de la forêt et planta le premier arbre. À partir de ce jour-là, il le fit chaque année, en silence, sans rien attendre, jusqu'à ce qu'un jour, la forêt commence à disparaître emportant avec elle les souvenirs. Les années passèrent comme des feuilles balayées par le vent. Léonard continuait à planter, fidèle à sa promesse. Chaque printemps, à la même date, il marchait jusqu'à la clairière. De ses mains, il creusait un petit trou, y déposait un jeune plant et le recouvrait de terre, la tassant avec douceur, comme s'il étreignait un souvenir. Il ne parlait à personne, ne cherchait aucune attention, ne comptait même pas les arbres. Mais avec le temps, certains commencèrent à remarquer sa présence. Au début, les voisins les plus anciens l'observaient avec un respect silencieux. Ils savaient qui il était, savaient ce qu'il avait perdu. Parfois, l'un d'eux s'approchait pour le saluer, lui laisser une bouteille d'eau, ou lui dire « Merci de faire vivre ce lieu ». Mais la ville grandissait, les vieilles maisons furent démolies, la forêt fut clôturée, puis vinrent les machines. Une partie entière du parc devint un parking, une autre des bureaux, une autre encore des cafés branchés. Chaque fois qu'un arbre était arraché, quelque chose se brisait en Léonard, mais il ne s'arrêtait pas. Il plantait aux marges, parmi les ruines, derrière les conteneurs, là où personne ne regardait, comme si ses racines voulaient échapper à l'oubli. Un matin, alors qu'il arrivait avec son 15e plan, il trouva un panneau fiché dans le sol, « Plantation interdite zone en reconstruction ». Et juste en dessous, en lettres plus petites, « Propriété de groupe Salbert ». Léonard froissa le panneau de ses mains et le jeta à la poubelle. Il planta quand même. C'est là que les ennuis commencèrent. Un agent de sécurité le chassa en criant. Un autre jour, un fonctionnaire lui confisqua sa pelle. Un jeune ouvrier donna un coup de pied à un plan à peine sorti de terre. Quelqu'un lui jeta une bouteille vide depuis une voiture. Mais lui, il revenait chaque année, inlassablement. Un jour, un jeune Morel voulut l'interviewer pour une rubrique du journal local intitulée « Vies invisibles ». Léonard refusa. Il dit simplement « Ce n'est pas pour la gloire. C'est pour l'amour ». Et il s'en alla. Une autre fois, une femme s'arrêta pour le prendre en photo et la publia sur les réseaux sociaux. La légende disait « Le dernier romantique du quartier ». La publication devint virale quelques heures, mais personne ne vint l'aider. Léonard n'avait ni besoin de notoriété, ni d'applaudissements. Il voulait seulement tenir sa promesse. Pour beaucoup, il n'était plus un vieux respectable, mais un obstacle, un gêneur, un original déconnecté du monde moderne. Les enfants ne jouaient plus parmi les arbres, mais sur des tablettes. Les bancs étaient en métal froid, le sol pavé de dalles grises, et les rares ombres encore présentes venaient de structures artificielles. Tandis que la ville oubliait, Léonard se souvenait. Car dans son cœur, chaque arbre portait un nom, et chaque racine touchant la terre, c'était comme prendre la main de Massia une fois encore. Mais il y avait quelqu'un qui ne tolérerait plus sa présence, Alban Salbert, le jeune entrepreneur qui avait jeté son dévolu sur le dernier recoin vert du quartier, et qui n'avait pas l'intention de laisser un vieillard obstiné compromettre ses projets d'expansion. Salcedo ne comprenait rien aux souvenirs, ni aux arbres, ni aux promesses. Pour lui, il n'y avait que des chiffres, des graphiques, des investissements. Et Léonard n'était rien d'autre qu'un caillou sur son chemin, un obstacle sur le point d'être éliminé. Le ciel était gris, les nuages formaient une couverture lourde, et le vent emportait des feuilles mortes qui craquaient sous les pas des rares personnes encore présentes dans ce qui restait de l'ancien parc. Comme chaque année, Léonard arriva avec son sac en toile, sa pelle rouillée et un petit plan enveloppé dans des chiffons humides. Il portait aussi, comme toujours, le portrait de Massia dans la poche intérieure de sa veste. Il choisit un coin où la terre était encore meuble, près de ce qui avait été autrefois son arbre préféré.
Il mit un genou à terre et commença à creuser. Ses mains n'étaient plus aussi solides qu'avant, mais sa détermination, elle, ne vacillait pas. Et lança une voix rauque derrière lui. Léonard ne se retourna pas. Il continua de creuser en silence, comme s'il n'avait rien entendu. Des pas s'approchèrent, semelles fines sur terre battue, parfum coûteux dans l'air. « Que croyez-vous faire, monsieur ?» C'était Alban Albert, grand, vêtu d'un costume bleu foncé, cravate serrée, le front plissé d'agacement. Léonard leva calmement les yeux, sans peur, mais avec fatigue. Il regarda l'homme d'affaires une seconde, puis retourna à la terre. « Je plante un souvenir, murmura-t-il. Salcedo éclata d'un rire bref, sarcastique. Ici, on ne plante pas de souvenirs. Ici, on bâtit l'avenir. Bureau, commerce, progrès. Vous connaissez ce mot? Progrès? Léonard leva à nouveau les yeux. Cette fois, ils étaient embués. Ce que vous appelez progrès n'est souvent qu'un autre nom pour l'oubli. Salcedo souffla bruyamment. Écoutez, vieux, ce terrain est privé. Vous ne pouvez pas venir faire ce que bon vous semble. On vous a déjà averti. La prochaine fois, ce sera la police. À moins que vous ne vouliez qu'on vous fasse partir maintenant. Léonard inspira profondément. Je n'ai pas besoin de permission pour planter la mémoire, surtout sur une terre qui fut aussi la mienne. Un groupe d'employés de Salcedo s'était attroupé à quelques mètres. L'un sortait son téléphone pour filmer, d'autres chuchotaient et riaient à voix basse. Ce n'est pas un vieux parc, c'est un chantier, cria l'un d'eux. Pourquoi ne plantait-il pas chez lui, hein? Ah oui, parce que personne ne verrait son spectacle là-bas, ricana un autre. Salcedo fit un pas en avant, excédé, et arracha brutalement le jeune plant tout juste mis en terre. Léonard ne bougea pas. La terre s'effondra de ses racines nues comme si elle saignait. Le vieil homme serra les lèvres, ne dit rien, baissa simplement la tête. Vous allez continuer à venir chaque année gêner notre travail, à jouer au héros de personne? Alors Léonard se releva lentement. Ses jambes tremblaient, mais sa voix, elle, était ferme. Je ne viens pas jouer au héros. Je viens tenir une promesse. Vous ne comprenez pas cela, et vous ne comprendrez probablement jamais. Salcedo le fixa avec mépris. Une promesse? Avec qui? Avec les arbres, répondit Léonard. Il glissa la main dans sa veste et en sortit le portrait. Il ne le montra pas. Il le garda près de sa poitrine. Avec quelqu'un qui est mort pour ce pays et qui méritait mieux qu'une ville sans racines. L'homme d'affaires fit volte-face, furieux, et s'éloigna avec ses hommes. Mais avant de partir, il lança une dernière menace. La prochaine fois, ce ne sera pas un avertissement, ce sera une ordonnance du tribunal. Partez, ou on vous traînera dehors. Léonard resta seul. Le plan était brisé, mais la terre, elle, était toujours là. Il se remit à genoux, ramassa ce qui restait de la petite tige et la replaça en terre. Il ne savait pas si cela pousserait, mais lui ne renoncerait pas, car l'amour n'a pas besoin de permission, il a seulement besoin d'espace et de mémoire. Alban Albert n'était pas un homme qui tolérait la désobéissance. Dès sa jeunesse, il avait appris que quiconque se mettait en travers de son chemin devait être éliminé, et qu'aucun obstacle ne résistait à l'argent. Peu importait que cet obstacle ait un nom, un âge ou une histoire. La scène avec Léonard, filmée par l'un de ses assistants, était devenue virale sur les réseaux sociaux, mais pas de la manière qu'il espérait. Des internautes indignés commentaient « Pourquoi humilier un vieil homme pour avoir planté un arbre? Cet homme fait plus pour la planète que tous ces costumes hors de prix. Quelle honte !» Salcedo fronça les sourcils en lisant les commentaires. Il referma brusquement son ordinateur portable et déclara. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Ce vieillard n'est plus seulement une gêne, c'est un problème d'image. Il convoqua une réunion d'urgence avec son équipe juridique et ses relations publiques. Ils se réunirent dans une salle aux murs de verre, décorée de plantes artificielles et de tableaux modernes.
Ironiquement, le seul ver véritable dans cette pièce était celui de l'argent que tous cherchaient à protéger. Je veux que la démolition de toute la zone et du parc soit approuvée, ordonna Salcedo en pointant un plan numérique. Arbres, bancs, sentiers. Je veux que tout disparaisse. Et l'autorisation environnementale, demanda une jeune avocate. On l'obtiendra. Parlez au conseiller municipal, promettez-lui ce qu'il faut. Et si ce vieillard replante, alors cette fois, appelez la sécurité. Qu'on le fasse partir, qu'on lui mette une amende, qu'on le poursuive en justice. Je veux une interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres d'ici. Les assistants acquiescèrent. Personne n'osait le contredire. Dans son empire, Salcedo s'adossa à son fauteuil, satisfait. Pourtant, quelque chose le troublait. L'image du vieillard à genoux, plantant malgré l'humiliation, le hantait. Pourquoi ne renonçait-il pas? Pourquoi un homme comme lui sans pouvoir, sans ressources, sans influence revenait-il sans cesse? C'était une obstination qu'il ne comprenait pas. Et cela le mettait en colère. Pendant ce temps, Léonard arrosait un autre de ces jeunes arbres, à l'arrière d'une colline encore intacte. L'arbre mesurait déjà presque 2 mètres, et ses feuilles murmuraient au gré du vent. « Je ne sais pas si tu l'as fait pour moi, Massia, murmura-t-il, mais chaque fois que je viens ici, je sens ton regard. » Il sortit de sa poche une lettre pliée, usée par les années, la même qui avait accompagné la médaille lors de l'annonce de la mort de son frère. La lettre, écrite à l'encre bleue, disait dans un coin. « Si un jour tout le monde oublie, souviens-toi. Si un jour tout devient béton, plante la vie. Et si un jour je ne reviens pas, fais-moi grandir en silence. » Léonard embrassa le papier, le rangea soigneusement et contempla l'horizon. Il n'imaginait pas que, quelques jours plus tard, ce coin de verdure serait fermé et que ses pas seraient arrêtés non pas par ses jambes, mais par la loi, et par l'arrogance d'un homme qui n'avait jamais compris la valeur d'une racine. Cette année-là, Léonard se leva plus tôt que jamais. C'était la date exacte, la même que toujours, celle qu'il avait encerclée sur un calendrier jauni accroché à son mur. Le jour où Massia était parti. Le jour où, chaque année, il lui répondait avec une racine. Il prit un petit déjeuner de pain rassis et de café, enfila sa chemise habituelle, celle aux grandes poches, et saisit le portrait de son frère. Il le glissa contre sa poitrine, près de son cœur. Puis il enveloppa un nouveau semis, un guaiacum aux jeunes feuilles dorées, et le protégea comme un fils. En sortant, il remarqua un silence étrange dans la rue. Le ciel était couvert, mais il ne pleuvait pas. L'air était lourd, épais, comme si quelque chose d'invisible allait tomber. Lorsqu'il arriva au parc, il s'arrêta net. Des clôtures métalliques entouraient tout. Le coin où il plantait habituellement était bloqué par des grilles noires et de nouveaux panneaux. Zone en cours d'urbanisation, accès interdit. Projet Salcedo. Innovation verte pour une nouvelle ère. Un mensonge déguisé en modernité. Léonard fit le tour de la grille à la recherche d'une entrée, mais tout était verrouillé par des cadenas. De l'extérieur, il observa ce qui fut jadis un espace verdoyant, désormais, ce n'était plus qu'une terre retournée, des pierres, et des structures en béton en construction. La seule chose encore debout était un vieux banc. Son banc. Il s'approcha d'une ouverture dans la clôture et, non sans effort, parvint à se glisser par un interstice entre 2 barres. Il tomba à genoux de l'autre côté. Personne ne le vit. Il avança lentement, tenant dans ses bras un jeune plant comme on porte un espoir fragile. Il creusa comme il put. Le sol était dur, mélangé de ciment, mais il réussit à faire un petit trou. Il y planta le jacaranda doré, le recouvrit de ses mains crevassées, caressa ses feuilles et murmura. « Joyeux anniversaire, Massia. » Mais soudain, un coup de sifflet retentit. « Et, arrêtez-vous » cria un homme au loin. Léonard se retourna et vit 2 agents de sécurité courir vers lui. « Il est fou, il n'a rien à faire ici. C'est une propriété privée. »« Je ne fais que planter un arbre, » répondit-il sans se relever. « Cet arbre sera retiré dès aujourd'hui, et vous serez verbalisé pour intrusion sur un chantier.
Léonard se leva avec difficulté, sortit de sa poche un portrait de Massia et le montra sans un mot. Les agents le regardèrent avec gêne, mais l'un d'eux appela par radio. « On a encore le vieux monsieur. » « Quelles instructions ?» La réponse fut immédiate. « Évacuez-le. Recourez à la force si nécessaire. » Les gardes s'approchèrent. Léonard ne résista pas. Mais avant qu'il ne le touche, il parla calmement. « Je ne fais de mal à personne. J'accomplis juste une promesse. Et nous suivons juste les ordres, monsieur. » Ils le raccompagnèrent hors du terrain, le laissèrent sur le trottoir. L'un d'eux, avant de repartir, donna un violent coup de pied au petit jacaranda doré. Léonard sentit le choc comme s'il l'avait reçu en pleine poitrine. Les racines furent mises à nu, la tige pencha, les feuilles frémirent. Les passants regardaient en silence. Certains filmaient, d'autres baissaient la tête, honteux. Léonard ne pleura pas. Mais en s'éloignant, il sortit un vieux carnet et écrivit. Année 25, la plus dure, mais aussi la plus nécessaire. Pendant ce temps, dans le bureau de Salcedo, un avocat déposait sur son bureau un document. Demande d'ordonnance judiciaire d'éloignement. Salcedo signa sans lire et murmura. Cette fois, qu'il ne revienne jamais. La lettre arriva une semaine plus tard. Une enveloppe blanche, sans expéditeur, avec son nom écrit à la main. Le facteur la lui tendit avec une expression embarrassée, comme s'il savait que le contenu pesait plus que du simple papier. Léonard l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, une notification officielle, une ordonnance d'éloignement émise par le tribunal local. Monsieur Léonard Rameau a interdiction d'entrer, de rester ou de s'approcher à moins de 100 mètres du terrain en construction identifié comme projet Salcedo. C'était officiel. On ne se contentait plus de l'humilier, désormais on le bannissait par la loi. Léonard laissa tomber le papier sur la table, s'assit sur sa vieille chaise en bois. Le soleil de l'après-midi entrait faiblement par la fenêtre. Et pour la première fois depuis des années, il pensa à abandonner. Il regarda autour de lui. Les murs de sa maison étaient couverts de dessins d'arbres, de croquis de plantes qu'il avait soignées, de photos en noir et blanc de Massia enfant, et d'une étagère remplie de petites pierres marquées par les années de chaque plantation. 2001, jusqu'à 2023. Il en manquait une, celle de cette année, la 25e. Il s'allongea, ferma les yeux, sentit le poids des années, de la fatigue, du mépris accumulé, et soudain, quelque chose tomba de l'étagère, une petite boîte en bois couverte de poussière qu'il n'avait pas touchée depuis plus de 20 ans. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, entre de vieilles lettres et une montre brisée, se trouvait une enveloppe pliée et scellée d'un fil bleu. Il reconnut l'écriture aussitôt. Massia. Les mains tremblantes, il l'ouvrit. La lettre était datée de 3 jours avant sa dernière mission, mais elle n'avait jamais été remise. Peut-être s'était-elle perdue dans le courrier, ou peut-être devait-elle simplement arriver à ce moment-là. Cher Léo, si un jour tu te sens seul, si tu crois que tes efforts ne servent à rien, si le monde te crie d'abandonner, souviens-toi que toi et moi ne l'avons jamais fait. Souviens-toi que tant que tu continues à planter, je reste vivant. Chaque arbre est mon ombre, chaque racine est ma mémoire. Ne laisse pas le vacarme des grands hommes étouffer la voix des petits frères. Tu n'es pas seul. Massia. Léonard posa son front contre le papier et pleura. Pour la première fois depuis longtemps, il pleura sans retenue, comme un enfant en manque de son frère, comme un homme qui comprend enfin que renoncer, ce serait aussi trahir l'amour. Ce soir-là, Léonard sortit de chez lui d'un pas ferme. Il ne portait ni pelle, ni arbre, seulement la lettre et un plan, car il y a des choses que le béton ne peut pas ensevelir et cette fois, il ne les affronterait pas seul. Le lendemain, quelque chose changea. Léonard ne se rendit pas au parc, il ne tenta pas de planter, il ne défia aucun agent de sécurité mais il parla. Pour la première fois depuis des années, il brisa le silence enfoui dans sa poitrine. Il s'assit sur le banc en face de la petite bibliothèque de quartier, la lettre de Massia entre les mains. Et quand une jeune femme promenant son chien s'approcha, intrigué, il lui demanda de s'asseoir. «
Tu sais pourquoi je plante des arbres, lui demanda-t-il. Elle fit non de la tête, curieuse. Léonard sortit le portrait de son frère, puis la lettre, et lui raconta tout, l'enfance entre les arbres, le départ pour la guerre, la promesse faite au coin du feu, le retour avec une médaille mais sans corps. Il lui parla de ses 25 années à entretenir une forêt invisible, semant en silence année après année, racine après racine. La jeune femme ne dit rien. Elle pleura simplement. Et en repartant, elle fit un geste tout simple, elle publia son histoire sur les réseaux sociaux. Elle posta une photo du vieil homme tenant la lettre, avec ce texte, « Il ne cherche pas la célébrité, il veut juste que son frère continue à vivre dans chaque arbre. Ne laissons pas le béton effacer cette promesse. » La publication fit le tour du web. En quelques heures, des centaines de personnes commencèrent à commenter, partager, demander « Où vit ce monsieur ? Je veux l'aider à planter le 25e arbre. Comment a-t-on pu l'expulser pour une chose aussi belle ? Ce pays a besoin de plus de Léonard et de moins de Salcedo. » Les médias locaux s'y intéressèrent. Une chaîne de télévision demanda une interview. Une ONG lança une campagne avec le mot-clic. Même certains ouvriers du chantier commencèrent à se questionner, « Et si ce vieux valait plus que tout ce projet réuni ?» murmura l'un d'eux. Quand Salcedo l'apprit, il entra dans une rage folle. « Qu'est-ce que c'est maintenant ? Une campagne de martyrs et de sentimentalisme bon marché ?» hurla-t-il en frappant son bureau. Ses avocats lui conseillèrent de garder le silence. N'allez pas plus loin, il a l'opinion publique avec lui. Mais Salcedo ne savait pas céder. Il ne supportait pas de perdre, encore moins face à un vieil homme avec une pelle usée et une lettre. Ce soir-là, Léonard sortit dans son jardin. Et pour la première fois, il n'était pas seul. Des voisins l'attendaient, des gens qui ne lui avaient jamais adressé la parole auparavant, mais qui, maintenant, arrivaient avec des pouces, des outils, des mains ouvertes. « Monsieur Léonard, est-ce que vous nous permettez de planter avec vous ?» Le vieil homme, les yeux pleins d'émotion, acquiesça lentement. « Bien sûr. Cette année, je ne plante plus seul. » Et sans le savoir, il venait d'allumer une étincelle qui ne s'éteindrait plus. Car lorsqu'une racine se brise, 1000 arbres peuvent naître. Le dimanche matin, avant même le lever du soleil, quelque chose d'inhabituel se produisit dans le vieux quartier. Hommes, femmes, personnes âgées, jeunes, étudiants, et même de petits enfants se mirent à marcher un à un, en silence, vers l'entrée grillagée de l'ancien parc. Personne n'avait officiellement lancé d'appel. Il n'y avait ni micro, ni politicien, ni drapeau, juste un murmure qui devint foule. Et en tête de tous marchait Léonard, vêtu de sa vieille chemise habituelle. Dans ses mains, il portait la pousse de Gouayac qu'on avait arrachée quelques jours plus tôt. Elle était abîmée, mais encore vivante. « Si elle respire encore, elle peut encore pousser, » dit-il en caressant ses feuilles. À leur arrivée, ils virent les grilles, les panneaux d'interdiction, les gardes, mais personne ne s'arrêta. Les premiers à agir furent 3 adolescents qui, sans un mot, enlevèrent une partie de la clôture comme s'ils savaient exactement quoi faire. Puis une mère, avec sa Élise, prit la main de Léonard et le conduisit jusqu'à la clairière. Des ouvriers qui observaient depuis le haut du chantier posèrent leurs outils. L'un d'eux, portant un casque jaune, cria. « Laissez-le planter. Cet arbre est plus ancien que cette entreprise. » Les gardes tentèrent d'intervenir. L'un parla à la radio, affolé. « Monsieur Salcedo, nous avons une situation. Il y a au moins 50 personnes ici. Et d'autres arrivent. » Dans son bureau, Salcedo serra les dents. Le contrôle lui échappait. Il ordonna qu'on appelle la police, mais quand les patrouilles arrivèrent, elles ne trouvèrent pas une émeute. Elles trouvèrent un silence magnifique, des gens debout formant un cercle autour d'un vieil homme à genoux, recouvrant de terre une pousse fragile. Ses mains tremblaient, mais non pas de faiblesse, de pure émotion. Une petite Élise s'agenouilla à ses côtés et lui tendit une bouteille d'eau. « C'est pour ton frère ?» demanda-t-elle avec innocence. Léonard hocha la tête. « Pour mon frère, et pour tous ceux qui ne peuvent plus planter. »
Un Morel capta ce moment exact dans une photographie qui deviendrait historique. Un vieillard plantant avec des larmes, une enfant aidant avec espoir, une forêt naissant au milieu du béton. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les médias nationaux reprirent l'histoire, les caméras arrivèrent, et soudain le vieux fou devint le symbole de quelque chose de bien plus grand. Ce jour-là, 25 arbres furent plantés à différents endroits du terrain, chacun portant une petite plaque en bois sur laquelle on lisait « Pour Massia, pour la mémoire, pour l'avenir ». Salcedo, en voyant les images, jeta son téléphone contre le mur. « Vieux fou !» s'écria-t-il. « Ce n'est pas fini !» Mais au fond de lui, il savait déjà qu'il avait perdu. Une semaine après l'acte collectif, la convocation arriva. Léonard fut officiellement informé qu'il devait se présenter devant un juge. L'entreprise Salcedo l'avait poursuivi pour intrusion, dégradation de propriété privée et désobéissance répétée à une ordonnance judiciaire. Le vieil homme reçut le document sans broncher. Ce matin-là, il enfila ses habits les plus propres, bien qu'anciens. Il prit le portrait de Massia, le rangea avec soin à l'intérieur de sa veste et se dirigea vers le palais de justice. En passant dans la rue, les voisins le saluaient avec respect. Certains l'accompagnèrent en silence, comme s'ils savaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un procès, mais d'un combat pour quelque chose de plus profond. Lorsqu'il arriva dans la salle d'audience, il découvrit une file interminable de personnes attendant d'entrer. Le juge, visiblement dépassé, demanda le silence. Dehors, des centaines de personnes suivaient l'affaire en direct, brandissant des pancartes. Un arbre n'est pas un crime. Planter la mémoire ne devrait pas être illégal. 25 racines, 25 raisons. À la barre, Salcedo s'assit avec son équipe juridique. Il portait un costume neuf, mais son visage était marqué par la pression médiatique. Le juge réclama le silence et ouvrit la séance. « Monsieur Léonard Rameau, dit-il, vous êtes accusé d'avoir enfreint une ordonnance restrictive et d'être entré sans autorisation dans une zone privée en cours d'aménagement urbain. Quelle est votre déclaration ?» Léonard se leva. Sa voix était calme, sans arrogance, sans peur. Coupable d'avoir planté des arbres là où il y avait autrefois une forêt. Coupable d'avoir honoré la mémoire de mon frère à travers des racines. Coupable de ne pas m'être résigné. Un murmure parcourut la salle. Le juge haussa un sourcil. Avez-vous autre chose à ajouter? Léonard acquiesça, sortit de sa poche la lettre de Massia, la tint dans ses mains, mais ne la lut pas. Il leva le visage et dit. Je ne suis pas venu ici pour défier la loi, mais pour défendre des promesses. Parce que lorsqu'on a tout perdu, il ne reste plus que la parole donnée à ceux qu'on a aimés vraiment. La salle resta silencieuse. L'avocat de Salcedo demanda la parole. Votre honneur, avec tout le respect, ce procès devient un cirque émotionnel. L'émotion ne doit pas primer sur le droit de propriété ni sur le progrès. Léonard se tourna vers lui et le regarda avec compassion. Et si ce progrès ne sert qu'à effacer nos racines, alors, que sommes-nous? Le juge, visiblement ému, demanda une suspension d'audience. Pendant cette pause, un événement inattendu eut lieu. Une députée locale présenta une proposition urgente devant la municipalité. Je demande que le terrain où M. Rameau a semé pendant 25 ans soit déclaré site d'intérêt historique et naturel, protégé par la loi. Les signatures affluèrent en masse. En seulement 2 jours, plus de 120 000 personnes à travers tout le pays avaient soutenu l'initiative. Lorsque le procès reprit, le juge s'adressa à tous. Je ne peux décider pour toute une ville, mais je peux reconnaître quand un acte dépasse la légalité pour toucher à l'humanité. Il regarda Léonard. Le tribunal recommande la suspension de tous les travaux dans la zone plantée jusqu'à ce que la municipalité statue sur son avenir, et acquitte M. Rameau de toutes les charges. La salle éclata en applaudissements. Salcedo, défait, baissa la tête. Léonard, lui, se contenta de sourire. 2 semaines seulement après le procès, quelque chose avait changé pour toujours. Le terrain clôturé fut libéré. Les structures inachevées furent démantelées. Sous la pression citoyenne,
la municipalité déclara officiellement la zone forêt commémorative Mathieu Rameau, en hommage au jeune disparu et à la promesse inébranlable de son frère. Un groupe de bénévoles nettoya le lieu, rénova les sentiers de terre, installa de nouveaux bancs en bois, et aménagea un espace spécial au centre, là où Léonard avait planté sa 25e pousse. C'est là qu'allait naître quelque chose d'unique, un cercle du souvenir entouré de 25 plaques en bois, désormais gravées dans la pierre. Le jour de l'inauguration, Léonard arriva avant tout le monde. Il portait avec lui une pousse spéciale, la dernière, un jacaranda aux fleurs lilas. Il l'avait soignée pendant des années sans jamais la planter. Pour lui, c'était la racine finale. Celle-ci était pour le dernier jour, murmura-t-il. Et ce jour est arrivé. Quand la foule arriva, elle le trouva debout, à côté du trou préparé pour la graine ultime. Il y avait des Morelles, des enfants en uniforme scolaire, des personnes âgées aux yeux mouillés. Même des membres de l'armée avaient été invités pour rendre hommage à Massia. Un jeune violoniste jouait du violon pendant que Léonard tenait le jeune plant entre ses deux mains. Le silence était absolu. Avant de planter, Léonard leva les yeux vers le ciel. « Merci, mon frère, murmura-t-il, de m'avoir appris que l'amour pousse même après la mort. » Puis il s'agenouilla, plaça le plant dans la terre, le recouvrit de ses mains, pressa doucement le sol et resta là quelques secondes, les yeux fermés. Une petite hélice s'approcha et déposa une fleur sur la terre fraîchement retournée. D'autres enfants l'imitèrent. Soudain, sans que personne ne dise un mot, tout le monde se mit à planter de petites graines tout autour. Il y avait des fleurs, des plantes, des racines apportées de chez eux ou des écoles. En quelques minutes, l'endroit débordait de vie, et au centre, le jacaranda se dressait, symbole éternel d'une promesse tenue. Léonard se releva avec peine, marcha jusqu'au banc le plus proche, s'assied, pour la première fois depuis des années, sourit avec sérénité. Pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'il comprenait que Massia n'était plus seul. Désormais, toute une forêt parlait pour lui. Les mois passèrent, la forêt mémorielle Mathieu Rameau devint un lieu sacré pour beaucoup. Des écoles y organisèrent des visites guidées, des artistes peignirent des fresques inspirées des arbres, et chaque printemps on y célébrait une cérémonie en l'honneur des disparus et de ceux qui aiment en silence. Léonard ne marchait plus aussi vite, mais il continuait à venir chaque après-midi sur le banc, qui portait désormais son nom gravé sur une petite plaque, Léonard Rameau, l'homme qui planta des promesses. Parfois, des enfants venaient s'asseoir à côté de lui et lui demandaient pourquoi il y avait tant d'arbres différents. Il leur racontait un à un les noms qu'il avait donnés à chaque racine. Jamais il ne parlait de la douleur, seulement de l'amour. Un après-midi, une jeune Morel vint s'asseoir à ses côtés pour lui faire une dernière interview. Elle connaissait déjà l'histoire, mais voulait l'entendre avec ses propres mots. « Comment avez-vous su qu'il fallait continuer, même quand tout le monde se moquait de vous ?» Léonard réfléchit quelques secondes. Puis il sortit le portrait de Massia, un peu usé par les années, et le posa sur ses genoux, parce qu'il n'est jamais revenu, mais il m'a laissé quelque chose de plus fort que sa présence, sa voix en moi. Chaque fois que la ville me repoussait, je l'entendais dire, continue de planter, mon frère. Là où il y a de la terre, il y a de l'espoir. La jeune femme éteignit son enregistreur. Elle n'avait besoin de rien d'autre. Ce qu'elle venait d'entendre était éternel. Quelques jours plus tard, Léonard ne se présenta ni au parc ni chez lui. Un voisin trouva sa chaise vide, avec une lettre sur la table. Il l'ouvrit délicatement. Elle était courte, écrite d'une main tremblante. « J'ai tenu ma promesse. Elle est maintenant accomplie. À vous de jouer. Continuez de planter. » Elle. Il n'y eut pas de funérailles. Mais le lendemain, des centaines de personnes vinrent dans la forêt avec des jeunes pousses, des graines, des fleurs. Tous les sentiers se couvrirent de nouvelles racines. Et au centre, sous le jacaranda, quelqu'un déposa une réplique de la première lettre de Massia, protégée par une capsule de verre, avec une inscription gravée. Là où fleurit la mémoire, l'oubli ne peut construire. Et c'est ainsi que l'histoire d'un homme simple, humilié pour avoir semé au mauvais endroit, transforma une ville entière. Car l'amour, lorsqu'il est planté avec foi,
pousse au-delà de la mort. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner. Chaque arbre planté avec Léonard représente une promesse tenue. Mais ce qui s'est passé lorsqu'un vieil homme a demandé à jouer du piano dans une salle pleine de moqueries, va vous laisser sans voix. Cliquez ici et préparez-vous à écouter la dernière chanson qui a fait pleurer tout le monde. Personne ne comprenait pourquoi ce vieil homme revenait, année après année, au même coin du parc central, précisément là où l'on construisait désormais un immense centre commercial avec des boutiques de luxe et un parking souterrain. C'était un matin de printemps. Le soleil filtrait à travers les arbres encore debout, et l'air sentait le ciment frais et la terre retournée. Mais là, assis sur un vieux banc en fer forgé, il était là, les mains sales, la chemise tachée de boue, le regard penché sur un portrait fané. Sur la photo, un jeune homme en uniforme militaire souriait fièrement. Personne ne savait qui c'était. Lui, si. À ses côtés, une petite pelle, un sac en toile usé et un jeune plant d'arbre enveloppé dans du papier humide. « Que fait-il encore ici » cria une voix ferme, pleine de mépris. C'était Alban Salbert, l'homme d'affaires à l'origine du projet, jeune, riche, arrogant. Il portait un costume sur mesure et des chaussures qui valaient sans doute plus que tous les arbres du quartier réunis. Entouré d'assistants et d'ouvriers, il s'approcha du vieillard d'un pas sec. « Nous vous avons dit que cette zone est fermée. Ce n'est plus un parc, c'est une propriété privée. » Le vieil homme ne répondit pas. Il continuait à fixer la photo. Il respirait profondément, comme si cet air du matin était tout ce qui lui restait. « Vous voulez qu'on appelle la police encore une fois » menaça Salcedo en élevant la voix. « Dégagez, monsieur, et emmenez votre petit arbre avant qu'on ne le jette à la poubelle. » Quelques employés ricanèrent derrière lui. Une femme élégante se couvrit la bouche pour étouffer un rire moqueur. Un autre sortit son téléphone pour filmer la scène. Mais le vieil homme, au lieu de partir, se leva lentement. Il marcha jusqu'à un espace entre deux buissons arrachés et s'agenouilla péniblement. Ses mains tremblaient. Avec douceur, il commença à creuser un trou. La terre était encore meuble. Il planta le petit arbre et pressa la terre du plat des mains, en silence. Puis il appuya le portrait de son frère contre le tronc frêle, comme pour lui dire « Je suis là ». Une promesse est une promesse. Le silence dura quelques secondes avant que Salcedo n'avance, un sourire cynique aux lèvres. « Vous avez fini votre spectacle ou vous voulez qu'on vous érige une statue aussi ?» Le vieil homme le regarda, les yeux pleins d'eau, mais ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin, car cet arbre n'était pas destiné à des hommes comme Salcedo. Il était pour quelqu'un qui n'était plus là, mais dont l'esprit vivait encore, entre ses racines. Peu connaissaient son nom. Pour la plupart, il n'était que « le vieux du parc » ou, comme certains jeunes l'appelaient en riant, le jardinier fou. Il apparaissait une fois par an, presque toujours à la même date, avec des vêtements usés, un sac en toile élimé et un petit arbre enveloppé dans des chiffons humides. Il arrivait seul, ne parlait à personne, s'asseyait sur le même banc, regardait autour de lui comme quelqu'un qui rentre chez lui après une longue absence. Et il plantait. Toujours, il plantait. Les plus anciens du quartier, ceux qui restaient encore malgré les immeubles modernes ayant dévoré la moitié du voisinage, savaient que ce lieu avait autrefois été une petite forêt. Oui, petite, mais dense, avec des oiseaux, des écureuils, des enfants courant entre les troncs et des couples âgés qui se promenaient au crépuscule. Personne n'imaginait que sous chaque racine nouvelle se cachait une histoire. Et au centre de toutes ces histoires, il y avait Léonard, le vieux que tant de gens méprisaient. Il vivait dans une maison modeste, à 10 pâtés de maisons du parc. Seul. Sans femme, sans enfant. Sa routine était simple, du pain avec du café le matin, une longue marche jusqu'au marché, puis des heures passées dans sa cour en terre à s'occuper d'autres plantes. Des plantes qui, selon lui, faisaient aussi partie de sa famille. Un jour, un enfant du quartier s'était approché et lui avait demandé. « Monsieur Léonard, pourquoi plantez-vous des arbres s'ils finissent toujours par être coupés ?» Le vieil homme lui avait souri avec douceur. Il avait les yeux fatigués, mais déterminés, et répondit d'une voix posée.
parce qu'il y a des choses que l'on plante, non pas pour les voir grandir, mais pour que d'autres les trouvent au moment où ils en auront le plus besoin. Cet enfant n'oublia jamais ces mots. Personne ne savait que Léonard avait eu un frère avec qui il avait partagé des jeux, des rires et des rêves, un frère qui aimait cette forêt autant que lui. Encore moins savait-il que ce frère était parti un jour, sans jamais revenir. Chaque année, à la même date, Léonard accomplissait un rituel silencieux, il plantait un arbre. Cette année-là, c'était le 25e. Mais le destin, et un homme nommé Salcedo, voulait effacer cette histoire et transformer l'endroit en un énième centre commercial, une forêt de béton, sans racines. Bien avant que les immeubles modernes ne recouvrent le ciel, le quartier portait un autre nom. Et à vrai dire, ce n'était même pas un quartier, c'était un groupe de maisons dispersées autour d'une forêt pleine de vie. Les rues étaient en terre battue, les lampadaires rares, et les nuits sentaient le bois brûlé, la pluie et la terre mouillée. Dans l'une de ces maisons vivaient Léonard et son petit frère, Massia. Ils partageaient un petit lit en bois, une couverture rapiécée par leur mère, et un univers imaginaire entre les arbres. Pour eux, cette forêt n'était pas juste un lieu, c'était leur monde. Massia disait souvent: « Léo, tu imagines si chaque arbre était un souvenir? Alors cette forêt serait une immense mémoire vivante. » Léonard riait toujours, lui caressait les cheveux et répondait: « Et quand nous serons vieux, on plantera d'autres souvenirs, pour que personne ne les oublie. » Chaque après-midi, après l'école, il courait entre les troncs, grimpait aux branches, parlait aux écureuils comme s'ils comprenaient leur langue, et inventait des jeux où il sauvait le monde depuis les hauteurs d'un eucalyptus. Oui, ils étaient pauvres, mais ils étaient heureux. Leur mère était morte jeune, et leur père, un homme sec, travaillait de longues heures. Alors ils grandissaient l'un à côté de l'autre, comme deux racines qui s'enlacent sous terre. Un jour, Massia arriva avec un cahier à la main et le montra à son grand frère. Il avait dessiné une carte de la forêt, avec chaque arbre numéroté, et des noms pour chaque zone. « Ce sera la forêt des frères, dit-il fièrement. Et ici, dans cette clairière, je veux planter un arbre chaque année, un pour chaque vœu exaucé. » Léonard sourit, sans savoir que ce souhait innocent deviendrait avec le temps une promesse sacrée. Car les années allaient passer, et viendraient des choses qu'aucun des deux ne pourrait arrêter. Mais ce qui se passa dans cette forêt ne quitterait jamais le cœur de Léonard. Ce lieu était son sanctuaire, l'endroit où sa promesse était née. Ce qu'il ignorait, c'est que bientôt cette forêt serait aussi le lieu où commencerait son deuil et son plus long combat. Le monde changeait. D'une année à l'autre, arrivèrent les nouvelles d'un conflit lointain. On parlait d'une guerre dans un autre pays, d'une alliance militaire, de convocations obligatoires pour les jeunes majeurs. Et c'est ainsi que Massia, à peine âgé de 18 ans, reçut une lettre avec son nom complet et une destination que personne n'avait choisie. « Je reviendrai, Léo, » dit-il avec un sourire qui ne parvenait pas à cacher la peur dans ses yeux. « C'est juste un entraînement. Ils disent que dans quelques mois, on sera de retour. » Le cœur serré, Léonard ne parvint presque pas à répondre. Il savait que ces guerres étrangères ne rendaient pas tous les leurs. La dernière nuit avant son départ, les deux frères s'assirent au milieu de la forêt, dans la clairière que Massia avait dessinée sur sa carte des années auparavant. Ils allumèrent un petit feu. Massia sortit de son sac le vieux cahier d'enfance et l'ouvrit à une page spéciale, celle où il avait dessiné leur forêt des frères. « Si je ne reviens pas, promets-moi quelque chose. » Il parlait sérieusement, pour la première fois depuis longtemps. « Plante un arbre ici, un pour chaque année que tu vivras, pour que je continue à grandir, même si je ne suis plus là. » Léonard resta sans voix. « Promets-le-moi, frère, » insista Massia. « Que cette forêt ne meure pas avec nous. » Les flammes éclairaient leurs visages, le cahier entre eux, l'ombre des arbres dansant autour comme des témoins silencieux. Léonard tendit la main et scella la promesse. « Je te le jure. » Le lendemain, Massia partit dans un bus vert, avec d'autres jeunes qui riaient nerveusement et serraient leur mère dans leurs bras. Léonard l'avait salué debout, sans larmes, mais avec l'âme en miettes.